Bonjour Jade, comment ça va Jade? Ça va? Ça va bien? Oui, tu as un retour, il y a un retour, tu as un retour à l'antenne, c'est ça? Oui. C'est ça, mais ça va se régler, voilà, Parfait. ça va se régler. C'est pas que je n'aime pas Beyoncé, c'est dur de parler pendant que Corinne B chante. Pour être tout à fait honnête. Bon retour Jade. Bon retour, mais j'étais là la semaine dernière, Cyril, Ok. voyons. D'accord, si tu le dis. Tu étais là mais on t'a pas entendu. Et là tu, et là, tu nous reviens... Je chuchotais de manière véhémente envers Cyril la semaine dernière. J'avais beaucoup de choses à dire, j'arrivais pas à le dire. Oui, parce qu'il n'y avait pas... Et là, tu es revenu... Là, je suis revenue, ma voix est revenue. Back to Néo Québec. Ah, joli. N'est-ce pas? Impressionné dans le thème. Néo Québec. Parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de retour. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de retour de la diaspora. En Afrique, je suis vraiment navrée, il y a un petit décalage avec la connexion Internet. Ok. Est-ce que tout Donc, fonctionne? on règle ça? Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Tout fonctionne, très bien. Alors oui, on va parler du retour de la diaspora en Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes en période électorale. Es-tu sérieuse là? Oui. Ok. Vas-y. Oui, parce que nous sommes en période électorale. Et en période électorale, on a beaucoup parlé d'immigration et on a beaucoup parlé également de ceux qu'on veut accepter, de ceux qui ont le droit de rester. Et comme tout moment avec ce type de discours, on a aussi beaucoup entendu des personnes qui, un peu sous leur souffle là, disaient un peu, ben s'ils sont pas contents, ils ont qu'à rentrer chez eux. Ou encore une idée de, à un moment donné ou à un autre, il faudra bien qu'on retourne en Afrique. Donc je me suis dit, tiens, ce serait pas mal comme sujet. On va aller parler du fameux retour de la diaspora en Afrique. Qu'est-ce que t'en penses? Back to Africa. Back to Africa, exactement. Toi, sa génération, on voit directement à quel lien tu fais mention. Ok, et c'est quoi? Alors, on va revenir déjà dans le contexte. Faut savoir que... Je vais contextualiser le tout. On parle, tu as mélangé une campagne, retour... Diaspora. Voilà. Déjà, le titre, le retour de la diaspora en Afrique, il faut savoir que quand on utilise le terme diaspora, c'est un terme qui est extrêmement large. Donc déjà, pour parler de la diaspora et de son retour, il faut savoir de qui on parle lorsqu'on parle de la diaspora. Et surtout, comme tu l'as dit, tu as tout de suite fait mention à Back to Africa parce que cette idée que les Noirs pourraient retourner en Afrique, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas moderne, au contraire, elle date. Et c'est même une idée que j'ai remarquée lorsque je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Et c'est d'ailleurs une idée lorsque j'ai fait mes recherches qui revenait en pic, en force, au moment où les situations politiques, socio-économiques, démographiques, notamment dans les Amériques du Nord ou encore en Europe, étaient les plus, on va dire, difficiles pour les populations racisées. Donc, par exemple, en ce moment, Trump, on a un retour un peu en force de cette idée, on va au back to Africa. Mais aussi, juste après la période de l'abolition de l'esclavage, on a eu le retour back to Africa. Pendant le Civil Rights Movement, Malcolm X était un défenseur aussi de cette idée de retourner en Afrique. Donc, pendant les moments où il y a de véritables gros mouvements accrocheurs autour des enjeux de racisation, autour des enjeux d'intégration, immigration, etc. C'est une idée, c'est un discours qui revient. Il ne disparaît pas entre-temps, il est toujours un peu présent dans certains mouvements, notamment le panafricanisme, mais c'est un mouvement qui prend de la force au moment où justement les populations subissent le plus, les populations racisées subissent le plus dans les sociétés occidentales. Donc déjà ça, c'est particulièrement intéressant. De deux, je tenais également à dire, le terme diaspora est un peu utilisé à droite, à gauche pour signifier un peu tout et son contraire. Et c'est extrêmement difficile de trouver une définition qui fasse consensus du terme diaspora, voire même de trouver une définition où on sait de qui on parle quand on utilise le terme diaspora. En fait, le terme diaspora est extrêmement ancien. On a l'impression que c'est moderne, mais en fait, Décidément, tu vas rester accroché à cette idée. Non, c'est un vieux terme. Oui. On retrouve déjà ce terme utilisé dans la haute antiquité. Et il faut savoir qu'en fait, depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, c'est un terme qui ne va pas forcément avoir la même définition et les mêmes connotations. Par exemple, on va faire un tout petit peu de l'étymologie. Oui, de l'histoire du mot. Okay. Tout petit peu, très résumé. Dans l'autre antiquité, notamment, le terme diaspora désigne l'expansion commerciale, en fait. Donc, la conquête des populations grecques sur l'Asie mineure. Et ça a une connotation positive. C'est positif de réussir à s'étendre. Mais ensuite, ça va progressivement faire référence à l'exil juif.
Donc, ça va être lié surtout à l'exil juif de Babylone et ça va prendre à ce moment-là une connotation négative, notamment la connotation de déracinement forcé, de blessure, de souffrance que subit une population qui est arrachée à sa terre natale. Ouais. Exactement. Donc, sans choix de déplacement. Au 19e siècle, donc on continue un peu à avancer, au 19e siècle, c'est une définition qui va plus se référer à la dispersion de populations indifférentes, en fait, aux frontières des empires et des nations. Donc, il n'y a pas forcément cette idée d'arrachement à la terre natale, mais plus cette idée, ce sont des populations qui bougent et qui ne sont pas limitées par les frontières de la nation, ne s'y sentent pas non plus attachées au point qu'il y aurait forcément un retour forcé. C'est juste pour désigner ces populations qui ne sont pas sur les territoires de, par exemple, leur citoyenneté ou la citoyenneté de leur famille. Ça, c'est un peu la définition qui va rester en majorité, entre guillemets, au 19e siècle. Quand je dis 19e siècle, donc c'est 1800. Et pourquoi tout le monde veut m'écouter en triple aujourd'hui? Et au 20e siècle, ça va prendre un sens de population vivant en fait en dehors d'un centre originel. Donc cette fois, on reprend l'idée il y a une terre d'origine et vous vivez à l'écart, à l'étranger de cette terre d'origine, en gardant un lien avec cette terre d'origine. Et il faut savoir qu'en parallèle avec cette définition, qui est un peu une définition non pas ni positive ni négative, mais qui est une définition qui va un peu s'installer, en parallèle, la diaspora, notamment à partir de 1960-1970, va petit à petit être assimilée notamment aux descendants d'Africains esclaves qui ont été arrachés par la force et amenés dans les sociétés esclavagistes, Amérique du Nord, Caraïbes. Donc là, en parallèle, le terme diaspora on va parler de la diaspora noire ou la diaspora africaine. Et là, on parle de descendants d'esclaves. Ok? Donc là, on parle pas de personnes qui sont nées dans un pays et qui sont parties. On parle de génération et de descendants. Exactement. La spécificité avec cette diaspora-là, lorsqu'on l'utilise, c'est que la terre d'origine devient l'Afrique, donc le continent. Et là, ça va dépasser donc le pays, les nations, les frontières. Ça va être votre centre d'origine, c'est un continent. Parce que, arrachement, esclavage oblige, on ne sait pas, vous ne pouvez pas refaire votre arbre généalogique pour savoir exactement de quelle tribu, nation, ethnie, population, contrée, territoire on a arraché vos ancêtres. Donc, l'Afrique devient la mer continentale et elle va prendre cette image mythique de centre originel de la population noire. Et donc, la diaspora va devenir assimilée aussi à la racisation. Okay? Donc, on voit comment le terme a évolué petit à petit et comment, au fur et à mesure, ça va être assimilé soit à des sentiments nationaux ou pas, à des déplacements choisis ou pas, l'arrachement, la blessure, puis finalement à la racisation. Donc, c'est intéressant déjà de voir comment, dans les discours, le terme diaspora a changé. Il a évolué. Il a évolué. Mais c'est également intéressant parce que de nos jours, donc quand on utilise ce terme diaspora, c'est par rapport aux descendants d'esclaves, notamment, c'est avec l'idée centrale donc de la dénonciation de la face sinistre de l'esclavage, dans la dénonciation d'une blessure et d'un arrachement forcé, mais on va l'utiliser un peu, comme on en discutait tout à l'heure, Cyril, lorsqu'on parle diaspora dans le contexte de l'Afrique, souvent en fait, c'est qu'il va y avoir un mélange et on va assimiler autant la diaspora noire, descendante d'esclaves, arrachés à sa terre, qu'on va également y mettre les populations expatriées. Donc, ceux qui sont nés sur l'Afrique continentale et qui sont partis pour des études ou partis pour travailler, etc. Ou encore la première génération d'immigrés mais qui gardent encore un lien extrêmement fort avec le pays de leurs parents, de leur famille. On va les associer à cette diaspora au même titre que par exemple des Afro-Américains qui sont aux États-Unis depuis plus de 5 générations qui seraient incapables de savoir. Voilà. Or, vraiment, quand on merge ces deux populations sur le thème de diaspora, c'est vraiment c'est trois même. C'est vraiment, oui, première génération exactement. C'est vraiment des populations avec des enjeux complètement différents et de liens avec le continent africain complètement différents. Qu'on soit né là-bas et expat, qu'on soit enfant d'immigrés ou 5e, 6e génération d'esclaves, on n'a pas du tout le même rapport avec l'Afrique. Du coup, on n'a pas du tout la même connaissance, la même affiliation culturelle. On va pas du tout avoir, par exemple, fait des allers-retours entre le pays, etc., etc. Et pourtant, sous le terme diaspora, on met tout ça. Et l'aller-retour n'est pas un gage. Donc, et pourtant, quand on utilise le terme diaspora, on va mettre tout le monde un peu dans le même panier. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que même d'un point de vue, entre guillemets, supranational gouvernemental, on a par exemple l'Union africaine qui a décrété, par exemple, que la diaspora devrait avoir une reconnaissance de 6e continent africain. Et dans la définition qu'ils font de la diaspora, toutes les populations que j'ai citées peuvent s'y retrouver.
Or, lorsqu'ils disent la diaspora devrait être reconnue comme 6e nation africaine, ils essaient également de faire des parallèles de pouvoir, liens avec l'Afrique. Or, le fait qu'ils ne fassent pas de différence entre ces populations, déjà, j'ai un peu tilté. Donc, quand on prend leur définition, qui englobe un peu tout ce beau monde, on se retrouve quand même, selon des nombres officiels, on se retrouve à, du coup, en Amérique latine, on serait 112 millions. En Amérique du Nord, 39 millions. Dans les Caraïbes, 13,65 millions. En Europe, 3,5 millions. Donc, on se retrouve quand même à désigner une population de 170 millions de personnes. D'accord? En gros, grosso modo. 167, quelque chose, je sais, mais on va arrondir à 170 millions. Or, lorsqu'on parle de la diaspora devrait back to Africa, systématiquement, moi, la première question, je me dis, on est 170 millions, on va pas tous retourner en Afrique. Ok, on va pas tous lancer un mouvement de recolonisation parce que c'est ce qui se passerait. Ce serait de la recolonisation, mais cette fois une recolonisation portée par cette fameuse diaspora sous son parapluie extrêmement large. Donc déjà, il faut voir parce que vraiment la définition qu'il donne, c'est personne d'origine africaine vivant hors du continent, désireuse de contribuer au développement du continent, quelle que soit la nationalité et la citoyenneté. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est la définition qu'il donne pour cette diaspora-là, c'est personne d'origine africaine, vivant hors du continent, désireuse de contribuer au développement et à la construction de l'Union africaine, quelle que soit la citoyenneté et la nationalité. Donc tu vois, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans ce parapluie de la diaspora. Donc, comme j'ai dit, non, on va pas tous retourner en Afrique. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce mouvement de Back to Africa... Oui, mais là, il ne demande pas de retourner. On y reviendra. Donc, là, oui, exactement, je sais. On reviendra également. La participation politique. Cyril est devenu trop habitué à mes chroniques, donc tout de suite, il vise. Ce qui est intéressant avec le mouvement rôle de la diaspora par rapport à l'Afrique, ou encore ces mouvements Back to Africa, c'est que parfois on l'oublie, mais comme je l'ai dit, c'est pas un mouvement qui date d'hier, et il y a déjà eu des essais. Et l'exemple premier qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est le cas du Libéria. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le cas du Libéria, le Libéria, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de l'abolition, donc en 1816, il y a un congrès à Washington qui va décider de faire en sorte de rapatrier les esclaves libérés. Parce qu'il y avait les esclaves qui voulaient retourner en Afrique, parce qu'il y avait déjà cette idée de la part de beaucoup de Noirs américains de quitter finalement les États-Unis ségrégationnistes et de retourner en Afrique. Mais il y avait aussi de la part de la suprématie blanche, ok, maintenant qu'ils sont libres, il faut faire attention à ce qu'ils ne se révoltent pas, à ce qu'on ne perde pas la majorité, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va les déplacer. Cette idée de déplacer une population, entre guillemets, minorisée et jugée problématique, ça se retrouve dans toute... Enfin, on ne va pas se lancer là-dessus, mais c'est une idée qui est présente très souvent. Donc, ils vont faire ce congrès, créer une société philanthropique, la American Colonization Society, qui se crée dans l'année, et ils vont acheter un territoire à l'est du Cap Mesurado, donc c'est l'Afrique de l'Ouest. Ils vont acheter un territoire et ils vont y envoyer en 1821 une trentaine de familles, ok? Donc en 1821, ils envoient une trentaine de familles. Ils vont appeler le lieu où se place donc cette nouvelle colonie Monrovia, en l'honneur du président américain Monroe. Et entre 1821 et 1867, en 1867, il va y avoir à peu près 13 000 personnes qui vont s'installer donc à Monrovia, grande majorité venant donc des États-Unis d'Amérique. Et ce qui va se passer avec cette population, c'est qu'elle va être divisée entre les freemen. Donc les freemen, ce sont les anciens esclaves venus habiter donc à ce qui va devenir le Libéria lorsqu'il va prendre son indépendance. Et les bushmen. Et les bushmen, ce sont les natifs. Donc c'est la population qui était déjà sur place avant que les Afro-Américains, les États-Unis débarquent. On divise les freemen et les bushmen. Et en fait, cette division va être faite par la colonie noire qui est venue s'installer. Et ils vont prendre, c'est-à-dire qu'ils vont répliquer le système hiérarchique, esclavagiste, suprémaciste qu'ils ont vécu et dont ils ont été victimes aux autres côtés. Donc, eux, ce sont les freemen et ils vont mettre en servitude les bushmen. Mais ils vont pas seulement répliquer le système, c'est-à-dire qu'ils vont littéralement imposer tout ce qui était états-unien au Libéria, c'est-à-dire l'église. Ils vont construire énormément d'églises, lutter contre... Il n'y a qu'à regarder le drapeau. J'allais parler du drapeau, tu vas trop vite. Ils vont lutter contre la religion des populations sur place. Ils vont créer le drapeau qui est une copie quasi conforme du drapeau états-unien, sauf qu'il y a une seule étoile, par exemple, mais il y a les bandes rouges. De loin, on peut s'y méprendre. Ils vont donc imposer la langue anglaise comme langue nationale, vont s'habiller à l'occidental et vraiment avoir un discours de supériorité. Et donc, c'est une société qui va s'installer comme ça,
avec bien sûr énormément de résilience de la part des populations sur place. Et en 1980, il va y avoir un coup militaire, le système implose et le Libéria va rentrer dans une guerre civile meurtrière qui va... la guerre civile va durer jusqu'en 2003 en fait. Et en 2003, ils votent la première femme noire présidente qui est Ellen Johnson Sirleaf. Donc, c'est très récent comme histoire, ok? Donc, on se rend compte qu'il y a déjà eu des essais de retourner en Afrique, mais ce sont des l'essai comme le Libéria n'est bien sûr pas une règle, mais ça a eu lieu. Donc, ça permet déjà d'avoir une réflexion sur on y retourne, mais pour faire quoi? Pour imposer quoi? Et on y retourne. Comment? Mais qu'en est-il de la population sur place? Est-ce qu'ils ont oui, est-ce qu'ils ont leur mot à dire sur le fait qu'on y retourne? Est-ce qu'ils nous ont attendus? Est-ce qu'il y a cette idée qu'ils vont nous accueillir à bras ouverts? Parce que on va y revenir. Ça aussi, c'est très présent dans les discours du Back to Africa. Donc, comme je l'ai dit, ça va revenir souvent par vagues. Il y a eu ça, il y a eu le Marcus Garvey, Back to Africa, précurseur du panafricanisme jamaïcain. Malcolm X aussi qui a beaucoup appuyé ces mouvements de retour. Et quand j'ai commencé à regarder un peu les discours qui accompagnaient ces mouvements de retour de Back to Africa, on devrait retourner en Afrique, c'était constamment des discours qui prônaient pas mal de problèmes. Problème numéro 1, il y a une véritable romantisation du continent africain qui y est fait. Parce que systématiquement, quand j'entends on continue de subir ici des discriminations raciales, allons en Afrique, comme si l'Afrique était tout d'un coup, déjà, allons en Afrique, hein, c'est toujours le continent, comme si tout d'un coup le continent africain c'était une espèce d'énorme société post-raciale où il n'y a aucun problème de discrimination, qu'on va être accueilli à bras ouverts juste parce qu'on est noir. C'est une absence complète de connaissance, refus d'avoir une vision et un discours complexe à propos de des sociétés en Afrique. C'est par exemple des personnes qui s'imaginent que parce qu'ils sont noirs, ils vont tout de suite être accueillis, se sentir chez eux en arrivant là-bas, en ne prenant par exemple absolument pas en compte les histoires, par exemple, l'existence de la multiplicité des ethnies, par exemple, ou le fait qu'il y a énormément de conflits politiques, socio-économiques, qui ont des enracinements dans votre appartenance ethnique. Donc, le fait que vous soyez noir ne veut pas dire que vous allez être accueilli à bras ouverts sur tout le continent, parce que c'est une réalité plus complexe que simplement cette réalité de hiérarchisation raciale, blanche, noire, etc. Je rappelle, le colorisme existe également sur le continent africain, mais on pourrait en faire toute une autre... voilà. Comme je l'ai dit, le continent, c'est 55 pays, mais pourtant, dans les discours, c'est constamment, on va retourner en Afrique, et non pas... de quel pays tu parles, quelle culture, quelle langue, quelle société, quelle population. Deuxième gros problème avec ces discours, c'est que c'est aussi une vision de l'Afrique qui est extrêmement figée. C'est une vision de l'Afrique traditionnaliste avec cette idée on va retourner à nos racines. Ça, c'est extrêmement présent dans les discours, on va retourner à nos racines. Et quand j'entends ça, je dis, est-ce que tu t'imagines que le continent africain, il est resté exactement au même moment que quand ta 5e génération a été arrachée pour être... Est-ce que tu penses que quand tu vas y retourner, tu vas trouver une population qui s'habille exactement tous en daishiki, avec la croix d'Ankara autour du cou, en train de chanter et danser autour d'un feu? Parce que c'est une vision extrêmement simpliste. Tu as appelé ça romante. C'est oui. En fait, en gros, c'est vraiment... Wakanda. Ouais, c'est Wakanda. C'est vraiment une vision de l'Afrique en mode on va aller à Wakanda. Non, non. C'est-à-dire, c'est une idée de l'Afrique qui n'aurait pas évolué depuis qu'on est parti, qui est restée traditionnelle, figée dans les racines, et donc c'est refus de voir, et dans les valeurs. Il y a comme une recherche de valeurs. Exactement, mais une recherche de valeurs avec, comme on en avait discuté avec le regard du touriste, une recherche de valeurs dites authentiques, donc une essentialisation finalement du continent africain, avec un refus de voir, par exemple, je rappelle, le taux de croissance du PIB donc, en Afrique, c'est 5 fois supérieur à l'Europe. Actuellement, il y a un dynamisme entrepreneurial qui bat tous les records. Il y a une croissance démographique qui, malgré tout, les pics que peuvent lancer les présidents français est un atout pour le continent. Parce qu'on voit comment les sociétés type québécoises, canadiennes pleurent sur le vieillissement de leur population. Ouais. Il y a une explosion des technologies, télécommunications. C'est un continent qui actuellement est passé à une vitesse que les personnes qui ont cette vision traditionnaliste de l'Afrique, en débarquant, seront choquées par exemple de voir que, eh ben oui, l'Afrique a sa propre modernité. Pas la modernité dont on parle en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on est constamment en train de faire sa propre modernité, parce que je suis contre le fait qu'on soit constamment en train de comparer comme si le continent africain devait rattraper la modernité des sociétés occidentales. C'est constamment renvoyer le continent dans une espèce de... comme si dans un passé forcé par la colonisation, c'est pas le cas. Il a son propre développement, il a sa propre modernité.
On pourrait en faire On une pourrait en chronique. faire une autre Ça va devenir ma phrase. Restons là. Problème numéro 3 des discours, et ça c'est un problème que je trouve autant dans et dont j'ai moi-même porté à un moment donné, et le fait de rentrer souvent en vacances en Guadeloupe me remet les pendules à l'heure à chaque fois, c'est-à-dire développer cette mentalité de savior mentalité, c'est-à-dire cette idée que c'est oui, ce sont les expatriés, c'est la diaspora qui va retourner et qui va régler tous les problèmes, qui va permettre tout d'un coup de développer le continent comme si le continent nous attendait nous pour aller les sauver. Et c'est vrai que parfois je me rends compte que j'ai des discours quand je parle de rentrer en Guadeloupe, comme si par exemple la Guadeloupe avait besoin de mon retour pour régler certains problèmes, alors que la Guadeloupe continue d'adresser ces problèmes. Tout d'un coup, les expats et ceux qui sont à l'extérieur se font les experts des situations sur place et arrivent avec cette idée que c'est le fait qu'ils soient partis qui va leur permettre de revenir, de régler le problème. Donc c'est cette mentalité de sauveur que l'on doit adresser lorsqu'on parle de Back to Africa, où tu veux y faire quoi? Parce que tu penses qu'ils t'ont attendu, parce que tu penses qu'ils continuent de t'attendre, et qu'est-ce que tu veux apporter là-bas? Quel est le plus que ta présence pourrait amener? Ou est-ce que tu n'as pas oublié un petit peu l'humilité? Parce qu'ils ne t'attendent pas. Problème numéro 4 également. Donc comme je l'ai dit, qu'est-ce que les populations sur place pensent de tout ça? Parce que c'est bien gentil d'être tout constamment dans le Back to Africa, mais il y a des gens sur place, ok? Il y a des gens sur place qui ont peut-être leur mot à dire de voir 170 millions de personnes débarquer chez eux. On ne partait pas tous. Exactement. Alors, il faut savoir déjà, au niveau du contexte, que la diaspora a un énorme pouvoir au niveau économique. Déjà, c'est pour vous donner un petit contexte, dans le sens où ça, c'est plus les personnes qui sont nées en Afrique et qui sont parties faire leurs études, travailler, etc. Énormément de transferts économiques. Et ce transfert économique est estimé à, selon l'étude de la banque, la BAD, 62,43 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que le transfert économique effectué par la diaspora compte beaucoup plus que l'aide publique qui est accordée au développement du continent, qui est de 56 milliards. Que les Back to Africa mettent en avant pour l'importance. J'en reviens. Donc, et on compte, enfin, ces investissements-là comptent même plus que les investissements étrangers. Donc, c'est vrai que du coup, dans les discours, c'est souvent l'argument qu'on met en avant. Si on a un tel pouvoir économique, on devrait avoir beaucoup plus de, cette fois, de représentation politique. Si on est capable de vous envoyer de l'argent, pourquoi on ne serait pas capable de revenir sur place? Mais après, il faut regarder dans les faits ce qui se passe au niveau de la représentation politique. Et c'est ce qui permet aussi de voir est-ce que ils ont envie qu'on revienne ainsi. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la représentation politique, au niveau du continent, il y a très peu de pays, en fait, qui ont développé une politique permettant aux expatriés d'avoir une politique de représentation ou un pouvoir politique. Je m'explique. Par exemple, c'est l'un des... Là, on a exclu la diaspora. Oui, là, on a exclu les cinquièmes générations. Voilà. Notamment, il y a très peu de pays qui reconnaissent la double nationalité, déjà. Donc, si vous êtes né, que vous êtes parti... Exemple, les pays qui reconnaissent la double nationalité. Qui reconnaissent pas. Je sais, ceux qui la reconnaissent sont comme l'Algérie et le Sénégal. Par exemple, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc, tous les autres, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, sans vouloir mettre les pieds dans le plat. Mais du coup, si vous partez, que vous obtenez la nationalité française ou suisse, vous perdez automatiquement votre nationalité de naissance. Donc, déjà, il y a très peu de pays qui reconnaissent la double nationalité. Il y a très peu de pays qui reconnaissent le droit de vote. Donc, le droit de vote à l'extérieur. Il y en a, ils sont un peu en avance au niveau de la représentation. Donc, par exemple, l'Afrique du Sud, Gabon, Mali, encore une fois, Sénégal, le reconnaissent. Mais ils sont moins de 10. Et je rappelle, c'est 55 pays. Donc, faites la somme. Et encore moins reconnaissent le droit de représentation au Parlement nationaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même au niveau des lois et des réglementations une tendance à refuser que ceux qui quittent le pays puissent continuer à avoir une voix autour de la table. Et ça, c'est un enjeu qu'on peut adresser. Donc, quand j'entends, par exemple, des discours comme « on veut que la diaspora ait un pouvoir également politique », dans ce cas-là, je m'attends à ce qu'on précise de qui on parle au niveau de la diaspora, les ressortissants qui sont expatriés à l'étranger. Moi, ça me paraît logique qu'il y ait du coup des mouvements pour dire, écoutez, nous, on est nés, on envoie beaucoup d'argent, on fait constamment des allers-retours, on devrait avoir peut-être un droit de vote, on devrait avoir la double nationalité, ok. Mais quand on utilise diaspora, parce que c'est ce que j'ai entendu également pour dire, toute la diaspora devrait avoir un droit tel que tu l'as défini au début, tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire même ceux descendants de 5e génération, là, ça me paraît complètement détaché des réalités. Parce que dans mon cas précis, par exemple, j'ai grandi en Guadeloupe.
Mon père, par exemple, mon père est né à Dakar, il y a vécu qu'1 an, puis il a grandi au Cap-Vert. Donc mon père ne va pas dire je suis sénégalais, il va dire je suis capverdien. Parce qu'il est né à Dakar, mais il a grandi au Cap-Vert. Mais selon la logique de l'utilisation du terme diaspora et des volontés politiques, donc mon père a grandi au Cap-Vert, moi j'ai visité une fois en vacances, puis j'ai grandi en Guadeloupe. Selon cette logique, moi, j'aurais un droit de regard sur les politiques à Dakar. Et quand on y pense, on se dit, un peu tiré par les cheveux. Ou encore mon petit frère, dont les 2 parents sont de Guadeloupe, sous prétexte qu'il fait partie de descendants esclavage, aurait le droit de voter. Et puis aurait le droit de voter, du coup, on parle de quel pays? Parce qu'on va, est-ce qu'on va Sénégal, Cameroun, Angola, Namibie, de quel pays on parle? Exactement. Donc là, l'usage du terme diaspora est pas factuel dans le sens est exagéré et n'est pas approprié, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir faire la différence. Quand je dis qu'il y a également, il faut regarder qu'est-ce qu'ils en disent sur place, parce qu'il y a quand même énormément de témoignages de personnes qui essayent de retourner, que ce soit des expats, donc qui sont nés, qui retournent après des années, ou des personnes qui n'ont jamais mis le pied, 5e génération, puis qui vont par exemple au Ghana. Le Ghana est le seul pays en Afrique qui a fait une loi autorisant, si vous faites partie de la diaspora noire, d'obtenir la résidence permanente quasiment au bout de 6 mois. C'est la loi. Mais dans les faits, quand on regarde, il y a très peu d'applications. Même les gens qui essayent de l'avoir, ça prend des années, c'est pas automatique. Donc, c'est plus du symbolique au niveau de cette loi-là qu'une application factuelle. Mais le Ghana est le premier pays à vouloir dire, OK, si vous êtes descendant noir, vous pouvez rentrer chez nous. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une tendance, en tout cas au Ghana, pour le faire. Le Ghana, c'est aussi... Et juste, Jacques, tu permets juste une petite parenthèse pour dire que dans le cas du Ghana, par exemple, il y a eu des reportages faits là-dessus où comment tu les appelais, des repates, finalement arrivent, je ne dis pas qu'ils font ce qu'on a vu au Libéria, mais vivent en ghetto. Il y a ça aussi. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. C'est qu'on ne parle pas assez du fait qu'il y a des clashs qui vont se faire. Parce que quand tu restes dans la romantisation, l'idéalisation et que tu pars du principe que tu vas être accueilli à bras ouverts sans prendre en compte qu'il y a des populations sur place qui ont leur propre société, culture, etc., leur propre politique, pouvoir économique, et que tu débarques en disant « je suis noire, je devrais avoir le droit d'être mère ». Enfin, je caricature, mais c'est un peu quand même l'idée de l'absence de complexification. Le Ghana, c'est particulier parce qu'il y a déjà énormément de tourisme de cette idée de retourner aux racines, parce que c'est par le Ghana que partait... Il y a énormément de sites sur le départ des négriers, des bateaux négriers. Donc, il y a quand même énormément de gens qui vont... Notamment aux États-Unis, on voit il y a une grosse tendance afro-américaine à aller au Ghana pour s'être retourné aux racines, voir ce site, à l'authenticité, visiter les donjons, etc., repartir. Donc le Ghana, c'est particulier parce qu'il y a aussi une économie autour de ça. Bon, le Ghana, c'est particulier, comme je disais. Mais quand on repart, et on voit qu'il y a énormément de témoignages qui est fait autour de, moi, quand on me disait j'étais noire là aux États-Unis, par exemple, ou j'étais noire en Haïti ou en Guadeloupe. Et quand j'arrive, j'ai l'impression d'être traitée comme un blanc. C'est-à-dire, je suis toujours pas à ma place. Parce que je suis partie il y a tellement de générations, je n'ai pas reçu le même enseignement, etc. Donc, il y a des clashs qui se font. Des 2 côtés. Il y a des témoignages qui se disent, moi, je suis maltraitée, j'ai abandonné, je suis repartie. D'autres qui disent, mais il est arrivé avec sa mentalité de ce qui vient de l'extérieur, supériorité, etc. Nous, on l'a pas attendu. Donc, il y a des méconnaissances et clashs qui se font des 2 côtés, qui est une complexité des réalités et des exercices, des essais, qui disparaît complètement dans ces discours constants qui remontent de Back to Africa, on va retourner en Afrique, toute la diaspora devrait avoir un pouvoir sur le développement du continent africain. Donc je tenais encore une fois à amener un petit peu de contextualisation, complexification à ces discours extrêmement présents. Et dernière pointe, juste parce que ça me titille extrêmement souvent, on en discute souvent avec ma compagne, on vient de Guadeloupe comme tu le sais, et souvent... Lorsqu'on rencontre des ressortissants expatriés, Cameroun, Ghana, enfin, je ne vais pas citer des pays, mais quand on ressort des ressortissants qui sont nés, on discute au niveau des échanges, si par exemple Lise va Lise elle joue du djembé, elle joue du djembé aussi, mais elle joue du ka. Le ka c'est l'instrument en Guadeloupe. Puis elle va souvent leur présenter les rythmes, ok? Ça c'est vraiment un exemple. Elle va leur présenter les rythmes, puis il y en a qui vont dire on a le même rythme chez nous. Donc tu sais par exemple le bajambel ça existe aussi chez nous, donc avec un autre nom. Donc ils vont dire ça c'est direct on voit que il y a eu une suite. Mais si elle leur montre par exemple un rythme qui n'a aucune équivalence,
tout de suite, la réaction, c'est « Ah, mais ça, c'est pas... » C'est pour les Blancs. C'est pas que c'est pour les Blancs, mais il va y avoir toujours tout de suite une non-reconnaissance de... c'est un développement aussi qu'on peut faire avec cet instrument qui s'est développé spécifiquement dans la société en Guadeloupe, caraïbienne, avec le multiculturalisme, avec le développement. Donc, c'est un refus de considérer que tout ce qui n'est pas directement lié à l'Afrique continentale est une perversion. Quelque part. Okay. C'est une perversion parce que c'est les Blancs qui l'auraient apporté, il faut retourner à l'essentiel et donc il va y avoir un refus et un certain mépris avec finalement la résilience et la résistance des populations qui ont survécu à l'esclavage et qui ont développé par la suite leur langue, leur culture, leur tradition, leur politique et ça va être considéré presque comme une trahison parce qu'on a résisté, que finalement, du fait qu'on a dû résister, on a incorporé d'autres nations, d'autres populations. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup plus dans notre culture, qui vont beaucoup plus faire simple, par exemple, dans un contexte au Brésil, en Haïti, en Jamaïque, qu'ils ne vont faire sens par rapport à l'Afrique continentale. Mais il va y avoir ce regard d'essentialisation de... Si vous vous êtes autant éloigné de ce qui se fait en Afrique continentale, il faut s'en débarrasser. Ça, c'est le blanc qui voulait... Ça a été perverti. Et ça pique! Ça pique parce que c'est un refus de considérer qu'on a pu résister, résilier et continuer à thrive, donc à produire. La résistance et la résilience, objet d'une autre chronique. Ça pourrait être l'objet d'une autre chronique parce que ça clairement, ça critique une fierté qu'on peut avoir de ses racines. Par exemple, une fierté d'être de Guadeloupe, une fierté d'être de la Caraïbe, sous prétexte que tout d'un coup, ce serait, du coup, t'es fier d'avoir peut-être dans tes ascendants des Blancs, etc. Donc, il fallait que je place ça quelque part. Merci beaucoup. Déjà, donc, pour le bac to Africa, tu as complexifié, tu as décomplexifié. C'est parti un peu beaucoup, mais il y avait des choses à dire. Il faut peut-être nuancer le discours. Merci encore à toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.